Comme vous avez constaté, je suis noir. Mais maintenant, je le sais. Parce qu'avant, je ne le savais pas. Mais mon père ne le savait pas non plus. J'ai dit, mais papa, pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu étais noir, que j'étais noir, que nous sommes noirs? Il m'a dit, mon fils, on ne me l'a jamais dit avant. Alors je ne savais pas. On l'a su quand les Blancs sont arrivés. Parce que là, on avait la référence, vous voyez. D'ailleurs, quand ils nous ont vus, la première chose qu'ils ont crié tout de suite, « Ah, des Noirs !» Et nous, on a fait, « Oh, des Roses !» Et ils ont dit, « Non, 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 on est blancs, on est blancs. » Ah, ok, ça va, on va faire semblant qu'ils ne sont pas roses. Hein. Enfin, c'est pas ça. Les Blancs ont découvert le noir. Vous connaissez l'histoire. Oui, c'est grâce aux Blancs qu'on a su qu'on était noirs. C'est un peu comme le passage clouté, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, les passages piétons. C'est quand on peint les bandes blanches qu'on voit apparaître les bandes noires. Et pourtant, les noirs étaient là déjà avant. Hein? Mais il n'existe pas. Maintenant, je peux vous dire qui je suis. Je viens d'une région où le Nil prend sa source. Une région située à l'est du Congo, à la frontière avec l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, dans cette région-là. Et en remontant le Nil, j'ai rencontré beaucoup de gens de bonne volonté à qui j'ai fait profiter, parce que j'ai renfermé en moi une connaissance mathématique extraordinaire. Alors j'ai fait profiter à tous ces gens-là de mes connaissances, parce que grâce à celle-ci, vous pouvez être sûr qu'il y aura un véritable progrès scientifique. Mais hélas, je n'ai pas rencontré que des gens de bonne volonté. Hein? J'ai 20 000 ans d'existence, 20 000 ans, c'est-à-dire 15 000 ans de plus que les pyramides d'Égypte. C'est peut-être grâce à moi qu'on a dû construire les pyramides. C'est peut-être grâce à moi que les gens vont dans l'espace, qui marchent sur la Lune. En fait, je vais faire ce parcours du Nil avec vous. Vous allez me suivre. Vous allez certainement comprendre ce que j'essaie de vous dire et ce que je vais encore vous dire après. Et je suis sûr que vous avez déjà compris. Alors, vous me suivez? Filmmaker George Kamanayo is meteen de eerste Afrikaan die voor het Europese ruimteagentschap ESA een parabolische vlucht mocht meemaken. Dat gebeurde onlangs in Bordeaux met als doel een documentaire te maken over het in de ruimte brengen van het beentje van Ishango. Een beentje van 20.000 jaar oud met daarop de eerste menselijke sporen en al 50 jaar in het bezit van het Natuurwetenschappelijk Museum in Brussel. Voilà, c'est ici qu'on a trouvé l'os d'Ishango. Voilà. De plaats Ishango bevindt zich in de grensstreek tussen Oeganda en Rwanda, het gebied van de grote meren. Ndifuriza amahoro abatuye muri Afrika ya region de Grand Lac, aho professeur Ganzelin utufa kwezi kwanditseho imibare ya mbere y'abantu. Het beentje zelf is 10,2 centimeter lang, zo groot als een potlood dus. Het is een ingekerfd botje, niet noodzakelijk van menselijke oorsprong, maar wel het alleroudste teken van de mens op het vlak van de wiskunde. Inspiratiebron voor de documentaire is de film 2001, A Space Odyssey van Stanley Kubrick.
De documentaire die zal normaal de lengte hebben, plus minus van 52 minuten, een normaal formaat. En ik hoop dat die klaar zal zijn tegen het moment dat dat beentje daadwerkelijk in de ruimte zal gebracht worden. De datum is nog niet precies bekend, maar wij hopen tegen 2001. Het zal in elk geval een kopie zijn. Het zal een kopie, uiteraard. Ik geloof niet dat het museum de echte been zal loslaten. Alles begon met dit beentje dat 50 jaar in een schuif lag van een Brussels museum. Door het beentje in de ruimte te brengen wil de Oostense wiskundige deze archeologische vondst de aandacht geven die het verdient. Het beentje is het oudste bewijs van een wiskundige redenering en werd opgegraven in Congo. Dat is dus een beentje en op dat beentje staan kerven, het is eigenlijk zo groot. Er staan 3 kerven op en daarnaast staan er 6, 4 en daarnaast 8, 5 en daarnaast 10, alsof iemand heeft willen vermenigvuldigen met 2. Als men het beentje omdraait, ziet men nog merkwaardige dingen. Men ziet 9, 19, 11, 21, dus 10 min 1, 20 min 1 en zo. Dus blijkbaar heeft iemand daar kerven aangebracht met een zekere redenering in het achterhoofd. Welke redenering, dat weten we niet. Maar in elk geval, het is de oudste wetenschappelijke, de oudste wiskundige vondst. Het beentje van Ishango is een mysterie. Was het een telraam of een voorhistorische kalender? Ook over de al dan niet dierlijke herkomst tast men nog in het duister. Geïnspireerd door de film 2001 van Stanley Kubrick wil Huilenbroek dit kleinood in de ruimte lanceren. Vorige week ging men oefenen. In een Airbus maakte men duikvluchten, zodat de parabolonauten gewichtloos werden. Om aandacht te vestigen voor die wiskunde die ook in Afrika heeft bestaan, zo via Egypte, Griekenland naar ons is gekomen. Dus wij proberen dat in de ruimte te brengen met de bedoeling van een sterk beeld te hebben. En waarom hebben wij dat dus eerst in gewichtloze toestand gebracht? Ja, inderdaad. Vorige week heb ik deelgenomen aan een parabolische vlucht, een hele campagne eigenlijk. Waarbij dat we dus dat beentje al een eerste keer in gewichtloze toestand hebben gebracht om daar beelden van te nemen en om die metafoor al een beetje te kunnen structureren, eventueel een documentaire en zo. Dirk Huilenbroek heeft plannen om met het Oostense Frimoed Center mee te werken aan dit project om menselijke voorwerpen in de ruimte te brengen. Pardon. Donc voilà le bâton d'Ishango. Donc c'était utilisé comme outil avec ceci comme manche. L'objet est complet, il n'est pas cassé ici ni cassé ici, et il porte les inscriptions qui intéressent tant M. Huilenbroek. Où sont les multiplications par 2 sur cet os? Alors pour ça, je vous propose d'aller dans le laboratoire, on se met autour d'une table et on peut les regarder calmement en lumière rasante parce que les inscriptions sont effectivement difficiles à voir en lumière atténuée ici. Voilà, ici vous avez des photos avec agrandissement et un certain nombre de relevés. Et tu vois ce qui est intéressant. Tu vois 3 là. Et à côté, tu vois 6. Oui. Puis 4. Et puis 8. Oui. Et puis ici, il y a 10 entailles. Et puis à côté, 5. Est-ce qu'on a essayé de multiplier par 2? Est-ce qu'on a essayé d'apprendre? Est-ce que c'est un professeur, un sorcier, un professeur dans le temps qui, il y a 20 000 ans, essayé d'apprendre à calculer à un enfant? Ou est-ce que, quand on voit ici on a 11 entailles, puis on en a 21. Puis 19 et 9, c'est-à-dire 10 plus 1, 20 plus 1, 20 moins 1, 10 moins 1. Qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce qu'on a essayé de montrer ce que c'est le nombre 10? Comment on obtient moins que 10, plus que 10? C'est un mystère. 19e étage de l'Institut des sciences naturelles à Bruxelles. Le bureau de Jean de Hinzelin, l'homme qui a fait reculer l'histoire des mathématiques de 10 000 ans. L'archéologue Anne Hauser relit le journal de l'expédition. C'était en 1950 dans le nord-est de ce qui était alors le Congo belge, aux frontières du Rwanda et de l'Ouganda, à Ishango sur la rivière Semliki, que l'on considère comme l'une des sources du Nil. Jean de Hinzelin, casque colonial d'époque sur le crâne, fouille les restes d'un site de campement de chasseurs-cueilleurs. Il y ramasse des outils et de nombreux harpons, mais aussi un os curieusement strié qu'il confie à un technicien.
Le technicien qui a donc nettoyé l'objet, puisqu'il était dans sa gangue de sédiments, donc complètement illisible, s'est aperçu qu'il y avait des séries d'encoches. Et Jean de Hinzelin a très vite fait, comme on le fait en art pariétal ici dans nos régions, a très vite relevé ces encoches et en les transcrivant sur un déroulé, s'est aperçu qu'il y avait donc des nombres curieusement agencés. Et quand on voit les images de sa transcription, quand on retrouve les nombres 11, 13, 17, 19, qui sont les nombres premiers entre 10 et 20, sur une autre facette, vous avez 2 x 3, 6, 4 x 2, 8, donc des multiples de 2. Et puis sur une autre facette, vous avez peut-être un système de calcul qui est une base 10, qui est 10 moins 1, donc on a 9. 10 plus 1, on a 11. 2 x 10 moins 1, on a 19. Et 2 x 10 plus 1, on a 21. Ce bâton serait donc bien la première calculette connue de l'humanité. Après 40 ans d'incertitude, les méthodes actuelles de datation permettent de considérer que le bâton d'Ishango a entre 18 et 20 000 ans, 2 fois plus vieux que les mathématiques égyptiennes et sumériennes. On l'a confirmé, d'abord, il y a la stratigraphie, c'est-à-dire la succession des différentes couches et des différentes couches d'occupation dont on peut suivre l'évolution et dont on peut suivre l'évolution maintenant non seulement à Ishango et parce que les fouilles se sont multipliées ailleurs en Afrique. Donc là, on a des liens qui permettent d'authentifier, je dirais, l'ancienneté d'Ishango. On a l'évolution des harpons et qu'on remonte à Ishango. Ces harpons, au cours des millénaires, vont descendre le Nil, et avec eux, le savoir mathématique des cueilleurs-pêcheurs de l'Afrique des lacs. Du calcul de la pêche à la construction des pyramides, le lien se resserre. L'Égypte est décidément bien un don du Nil. Well, Africa being credited with another contribution to science. CNN's Patricia Kelly talked with researchers who have evidence that 20,000 years ago, before the pharaohs of Egypt, another African civilization produced a sophisticated calculator. Proof that primitive man was well acquainted with mathematics lies under lock and key in the dusty archives on the 19th floor of Belgium's Royal Institute of Natural Science. Best described as a prehistoric calculator, it's a piece of animal bone, just 10 centimetres long, about 4 inches. Discovered in the 1950s by a leading Belgian archaeologist, the bone was found near Lake Edward at Ishango, on the border between the Congo and Rwanda. What sets the bone apart from the other fossils and fragments found at Ishango are its markings, groups of notches arranged in 3 distinct columns. They are very, very well organized. They are not made at random. If you can make notches at random just to count how many animals you have killed today or something like that, but it's rather well organized. When the notches are counted, a series of number sequences emerges. They suggest a number system based on 10, another based on 12, as well as a knowledge of multiplication and of prime numbers. This is a replica of the bone. It's thought this piece of quartz at the tip may have been used for writing or engraving. The Ishango bone may also be proof that a highly advanced civilization existed in Central Africa 15,000 years before the emergence of Egyptian culture. Homo sapiens may therefore have evolved in Central Africa before anywhere else in the world. We have more and more proofs of mathematical activities in Africa, not written, but on stones, on bones, on strings. So indeed, there are more reasons to think that it's the very first mathematical activity. And in my view, of course, it should not be on the 19th floor. It should be on a golden table at the entrance of the museum. It's thought Ishango man's numbers system may have spread north following the River Nile into Egypt, as well as into West Africa. Now his influence may travel even further. This award-winning film director wants to take the bone into space and make a documentary about it. I want to make a link between the history of Africa and the future of the mankind. With the help of the European Space Agency, he's already taken the bone on a practice parabolic flight in zero gravity. The project is a deliberate allusion to the opening scenes from Stanley Kubrick's classic science fiction film 2001, A Space Odyssey. 50 years after the Ishango bone was found and stuffed away in a drawer, it could be blasted into outer space,
turning science fiction into fact. That could happen even before it goes on public display here on Earth. Patricia Kelly, CNN, Brussels.